Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Psychologie du travail et ressources humaines. Collection Psychologie du travail et ressources humaines. Dirigée par Bernard Gangloff. La collection Psychologie du travail et ressources humaines diffuse tout ouvrage traitant des conduites humaines dans les organisations. Sont ainsi concernés la formation, l'orientation et le recrutement, l'ergonomie, la communication, l'audit social, l'aménagement du temps de travail, la gestion des ressources humaines, etc. Tout type de travail susceptible de faire évoluer la connaissance et la réflexion dans ces domaines trouve ici naturellement sa place. Présentation de méthodes et de résultats d'intervention, recherche expérimentale ou clinique, analyse théorique ou acte de congrès. Co-responsable de la collection, l'Association internationale de psychologie du travail de langue française assure l'expertise des ouvrages retenus pour publication. Dernier titre de la collection. Jacqueline Vacheron-Revel, Michel Dubois, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, Dongo Rémy Kwabénan et Philippe Sarnin 2014. Changement organisationnel et technologique, nouvelles pratiques de travail et innovation managériale. Dongo Rémy Kwabénan, Michel Dubois, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, Philippe Sarnin et Jacqueline Vacheron-Revel 2013. Conditions de travail, évaluation des risques et management de la sécurité. Anne-Marie Costala-Founeau, 2013. Dynamique identitaire, action et changement. Marc-Éric Bobillier-Chaumont, Michel Dubois, Jacqueline Vacheron-Revel, Philippe Sarnin et Dongo Rémy Kwabénan 2013. La gestion des parcours professionnels en psychologie du travail. Caroline Closon et Marcel Lourel, 2013. L'interface vie de travail-vie privée. Pascal Desrumeaux, Anne-Marie Vontron et Sabine Paul. 2012. Qualité de vie, risques et santé au travail. Préface, stéréotypes et préjugés au travail, des processus aux conséquences. Olivier Klein et Sabine Paul. L'objet de ce volume est de recontextualiser les stéréotypes et préjugés en les examinant dans différents contextes professionnels, dans lesquels ils sont susceptibles d'opérer et d'avoir des conséquences bien réelles. Il y a en effet aujourd'hui au moins deux façons de parler des stéréotypes et préjugés. Le langage commun, profane d'une part et la littérature scientifique, d'autre part. Au quotidien, on utilise généralement le terme de stéréotype pour désigner les pensées réductrices qui conduisent à exagérer ou à appauvrir certains aspects d'une réalité complexe, au détriment d'autres, ce qui conduit à la représenter de façon simpliste. Du point de vue de celui qui emploie le terme de stéréotype, cette façon de penser certains objets, groupes sociaux ou autres, est généralement l'apanage des autres. En stéréotypant, ceux-ci manqueraient de percevoir l'infinie richesse de ce qui nous tient à cœur, que ce soit l'art conceptuel, la Formule 1, Georges Brassens ou les Italiens. Penser en stéréotype est biaisé, voire pathologique. Ne parle-t-on du reste pas de stéréotypie pour désigner certains comportements ou modes de pensée psychotiques ? Dans le langage commun, le préjugé, son voisin, désigne quant à lui, une forme de pensée biaisée également car trop rapide. Le préjugé, résultat du préjugé, précède donc le vrai jugement. Le terme stéréotype est aujourd'hui défini comme recouvrant des croyances généralement partagées, relatives aux caractéristiques personnelles, souvent des traits de personnalité mais aussi des comportements, possédés par des individus en raison de leur appartenance à un groupe social, confère. Hadzi et Klein, 1998, Leyens, Iserbit et Chadron, 1996. Remarquons que selon cette définition des stéréotypes, ceux-ci ne correspondent pas nécessairement à des croyances erronées, fausses ou exagérées. Croire que les policiers connaissent le code de la route ne constitue ni plus ni moins un stéréotype que de penser que les femmes sont incapables de conduire correctement. De même, cette définition écarte le terme de stéréotype de la sphère morale. Ceux-ci ne sont ni bons ni mauvais, ils sont conçus comme une émanation du fonctionnement normal de la psyché humaine et plus particulièrement du processus de catégorisation, c'est-à-dire la façon dont le système cognitif regroupe des stimuli dans des catégories distinctes. On identifie différentes teintes comme celle d'une tomate, d'un feu de signalisation ou d'une robe comme rouge. Les stéréotypes sont donc universels, personne n'y échappe. Le terme de préjugé, quant à lui,
se différencie également de son acception dans le langage quotidien. Ce terme est employé pour traduire le mot anglais préjudice, qui désigne une attitude négative à l'encontre des membres d'un groupe social en raison de leur appartenance à celui-ci. Contrairement au stéréotype, qui est une croyance à propos d'un objet particulier, le préjugé n'a aucun contenu, il recouvre uniquement une évaluation. Ne pas aimer les berbères relève du préjugé, les trouver paresseux relève du stéréotype. En dépit de leur caractère biaisé et peu cartésien, ces formes de pensée ne nous préoccuperaient guère si nous n'y voyions pas la cause de pratiques et comportements sociaux répréhensibles. Nous aborderons plus particulièrement dans cet ouvrage les stéréotypes et préjugés qui sont à l'origine de pratiques discriminatoires dans le monde du travail. Cet ouvrage se compose de 3 parties. La première partie pose les balises théoriques du reste de l'ouvrage. Le chapitre de Klein et Less, qui ouvre celui-ci, brosse un panorama synthétique de la recherche sur les stéréotypes et préjugés en psychologie sociale et sur leur rapport avec la discrimination. Dans le deuxième chapitre, Nicolas van der Linden se penche sur ce que l'on pourrait considérer comme étant la forme de préjugé par excellence, l'antisémitisme. L'antisémitisme aurait ceci de particulier par rapport à d'autres types de préjugés, qu'il se caractérise par une certaine stabilité et intensité. Ce chapitre s'intéresse à la nature des relations entre membres de 2 groupes sociaux particuliers, les juifs et les non-juifs en s'appuyant sur différents courants théoriques. La deuxième partie de cet ouvrage examine le développement des préjugés et des stéréotypes chez les enfants. Cette partie de l'ouvrage se centrera sur une perspective plus développementale. La compréhension de l'acquisition des stéréotypes et des préjugés, et de leur développement chez l'enfant, permet de mieux comprendre les manifestations chez l'adulte. Comme nous allons le voir, les préjugés et stéréotypes apparaissent dès la plus tendre enfance. Masha van der Kellen, Odile Lowers et Laurent Licata abordent de façon générale la question du développement des préjugés à la lumière de théories dominantes dans le domaine, alors que Verlet Lotta de Coster examine plus particulièrement comment se développent les stéréotypes sexistes chez les enfants. Elle se propose d'analyser le développement des connaissances, des attitudes et des comportements sexuellement stéréotypés chez les enfants. L'auteur se centrera également sur les stéréotypes sexuels dans l'univers ludique. La question de savoir si les stéréotypes de genre sont la conséquence d'un apprentissage social est posée. La troisième partie de cet ouvrage s'intéresse à la relation entre les stéréotypes et le monde du travail. Le monde du travail est intimement lié à des processus de sélection, de choix et d'exclusion. Il offre des possibilités d'ascension, promotion, ou au contraire, de déchéance sociale. Ces processus sont en partie fonction d'appartenance sociale, qui donnent lieu à des discriminations dont l'ampleur se marie parfois difficilement avec les idéaux de tolérance et d'égalitarisme qui fondent les démocraties occidentales contemporaines. Et comme nous le constaterons, la façon dont ces discriminations s'opèrent est susceptible d'être influencée en partie par des stéréotypes et des préjugés. Le chapitre de Sabine Paul et Olivier Klein examinera la façon dont les stéréotypes affectent le processus de sélection professionnelle. Ce chapitre analysera comment les stéréotypes du recruteur peuvent intervenir dans les différentes étapes du processus de sélection, à savoir l'analyse du CV, l'entretien de sélection, les tests psychotechniques et enfin la décision finale d'embauche. Le chapitre de Pascal Desrumeaux et Sabine Paul se centrera plus spécifiquement sur les stéréotypes liés à l'apparence physique, stéréotypes particulièrement présents lors du processus de recrutement. Annalisa Casini et Margarita Sanchez-Maza s'intéresseront, quant à elles, au phénomène du plafond de verre, qui désigne le fait que les femmes aient souvent peu accès au-delà d'un certain niveau, aux postes à responsabilité. Ces auteurs s'intéresseront aux effets de la discordance entre une image de soi, renvoyant au cliché de l'éternel féminin, et la perception d'un environnement de travail méritocratique. Le chapitre de Catherine Hellmans se centrera, quant à lui, sur les stéréotypes à l'égard des travailleurs âgés et à la façon dont ceux-ci peuvent influencer leur itinéraire professionnel. Ce chapitre tente également d'apporter des éléments d'information à la compréhension de la raison pour laquelle le taux d'emploi des travailleurs âgés est si faible. Les problématiques telles que les raisons qui poussent les travailleurs à prendre leur retraite anticipée, la question du plafonnement de carrière,
les aspects principaux des changements physiques et cognitifs avec l'âge seront abordés. Enfin, Ginette Herman, David Bourguignon et Georges Liénard considéreront l'autre côté de la barrière, à savoir les chômeurs et la façon dont ceux-ci vivent la stigmatisation dont ils sont l'objet dans notre société. Les personnes privées d'emploi se sentent la cible d'images profondément dévalorisantes. Ces images sont, dans certaines circonstances, à la source d'une identité sociale négative, de performances cognitives amoindries et d'estime de soi affaiblie. Ce chapitre décrira non seulement ces effets, mais mettra également en perspective certaines stratégies de protection de soi mises en place par ou pour les chômeurs ainsi que les conséquences sur le plan de l'insertion professionnelle. Première partie, stéréotypes et préjugés au travail, une introduction. Chapitre 1, stéréotypes, préjugés et discrimination en psychologie sociale, une introduction Olivier Klein et Christophe Less. Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle, Université libre de Bruxelles. Le 6 mars 2010, durant l'émission télévisée de Thierry Ardisson intitulée « Salut les terriens », diffusée sur Canal+, le chroniqueur Éric Zemmour déclare « Les Français d'origine immigrée sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. » C'est un fait, Le Monde, 24 mars 2010. Une polémique s'en est suivie, et a valu à son auteur des plaintes de la part d'organisations antiracistes, terminées par une condamnation à une amende de 2 000 € avec sursis. Peut-on considérer ces propos comme exprimant un stéréotype ? Ce terme désigne une croyance concernant les traits caractérisant les membres d'un groupe social, les Français d'origine immigrée. Que ces croyances soient fondées ou non n'affecte en rien le fait qu'on puisse les considérer comme des stéréotypes, voir l'avant-propos du présent ouvrage. De même, il n'est pas nécessaire que tous les Français d'origine immigrée soient perçus comme des trafiquants de drogue pour qu'on puisse parler de stéréotypes. Celui-ci est toujours relatif à d'autres groupes. Le fait même qu'une caractéristique soit perçue comme plus fréquente dans une communauté que dans d'autres la rend, par définition, stéréotypique de ce groupe. Zemmour a donc bien exprimé son adhésion à un stéréotype. Encart 1. Stéréotype. Croyances concernant les caractéristiques partagées par les membres d'un groupe social. Stéréotypes culturels et croyances personnelles. Un stéréotype est dit culturel lorsqu'il est perçu comme faisant l'objet d'une croyance partagée au sein de son groupe. Même si leur contenu se recouvre en grande partie, les stéréotypes culturels se distinguent des stéréotypes fondés sur des croyances personnelles, qui impliquent une réelle conviction et ne sont pas nécessairement partagés au sein du groupe auquel appartient celui qui y adhère. Envisageons à présent un second cas, celui d'une société belge fabriquant des portes de garage, qui s'était singularisée en 2005 en signalant qu'elle recrutait des monteurs, mais pas marocains, La Libre Belgique, 28 août 2009. Pour sa défense, le chef de cette entreprise faisait valoir que lui-même n'était guère xénophobe mais que sa clientèle n'appréciait guère que des étrangers pénètrent chez elle. Cet exemple diffère de l'adhésion à un stéréotype, une croyance, et illustre un cas de discrimination et de préjugé. La discrimination est un comportement préjudiciable à un ou plusieurs membres d'un groupe social. Le terme préjugé désigne quant à lui une attitude négative et s'inscrit dans le registre émotionnel. Il est en effet important pour la suite de cet ouvrage de rappeler la signification particulière du terme attitude en psychologie sociale. Il s'agit de la valence, positive ou négative, d'une émotion et non d'un comportement. En d'autres termes, avoir une attitude positive à l'égard d'un objet signifie apprécier cet objet. Une attitude est donc clairement distincte d'un comportement. Lorsque le patron de la société fait allusion au fait que ses clients n'appréciaient pas les étrangers, il exprime donc une attitude négative vis-à-vis des étrangers, ce qui, par définition, représente un préjugé. Encart 2. Préjugé. Attitude négative à l'égard d'un groupe social ou à l'égard d'un membre d'un groupe en raison de son appartenance à celui-ci. Nous utilisons ici le terme préjugé, comme traduction de l'anglais préjudice, ce qui ne correspond donc pas au sens de ce terme en français où il désigne un préjugement, un jugement tout fait, n'ayant pas pris en compte suffisamment d'informations. Ce chapitre se propose d'introduire ces trois concepts, stéréotypes, préjugés et discrimination, et les liens qui les unissent. Ils ne peuvent cependant s'envisager sans aborder préalablement un processus cognitif central dans leur explication,
La catégorisation sociale. 1. La catégorisation sociale. On pourrait arguer, à l'instar du magistrat Philippe Bilger 2010, que si les paroles de Zemmour correspondent à la réalité, elles seraient appuyées par les statistiques criminelles, elles ne méritent guère d'être sujettes à controverse. Il n'est toutefois pas innocent d'envisager la façon dont le chroniqueur a interprété un phénomène social particulier, la sociologie des trafiquants. Il a en effet considéré qu'une dimension spécifique constituait un découpage pertinent pour aborder ce phénomène, l'origine, immigré versus autochtone. Il aurait pu tout aussi bien utiliser une classification basée sur le genre, 99% des dealers sont des hommes, ou l'appartenance socio-culturelle, 99% des dealers n'ont pas obtenu leur bac. Toutefois, Zemmour a choisi l'origine ethnique. En l'occurrence, on qualifie ce processus au travers duquel des individus sont placés dans des groupes sociaux, la catégorisation sociale. Elle implique généralement une division de l'espace social en deux groupes, nous, l'endogroupe versus eux et l'exogroupe. Encart 3. Catégorisation sociale. Regroupement d'individus dans différents groupes sur la base d'un jugement de cohérence. La catégorisation sociale est un processus dynamique. Un individu peut passer d'une catégorie à l'autre de façon extrêmement rapide selon le contexte. On l'a vu de façon tragique dans le cas du génocide rwandais, 1994, au cours duquel des voisins Tutsi ou Hutus, avec qui l'on vivait en bonne compagnie, sont devenus très rapidement des ennemis, Hatzfeld, 2003. La catégorisation ethnique a pris le pas sur d'autres critères envisageables, par exemple, le village. Les conséquences tragiques qui en ont découlé montrent à quel point il est important de mettre en évidence les facteurs qui déterminent le choix d'une catégorisation plutôt qu'une autre. Nous en envisagerons 3, l'accessibilité, le jugement de similarité et les attentes. L'accessibilité cognitive est le premier facteur qui détermine la catégorisation. Ainsi, l'âge ou le sexe sont des dimensions que nous avons constamment à l'esprit et qui sont susceptibles d'être utilisées pour catégoriser autrui, même lorsqu'elles ne sont pas pertinentes pour rendre compte de son comportement, Blanz, 1999, Wegner et Klauer, 2005. L'accessibilité peut dépendre de caractéristiques individuelles, comme la personnalité de celui qui catégorise. Par exemple, pour des personnes à haut niveau de préjugés vis-à-vis des Noirs, l'appartenance raciale est davantage susceptible d'être utilisée pour catégoriser autrui. Fazio et Dunton, 1997, Stangor, Lynch, Dwayne et Glass, 1992. L'accessibilité peut également dépendre de la situation. Ainsi, pendant un conflit armé opposant deux factions, on peut s'attendre à ce que la catégorisation correspondante soit fréquemment utilisée et soit donc facilement accessible. Enfin, une catégorie peut être accessible en raison des préoccupations ou des motivations de l'individu. Bukowski, Moya, Delemousse et Schmeicke, 2009. Par exemple, pour une personne homosexuelle à la recherche de l'âme sœur, l'orientation sexuelle d'autrui constituera une dimension fort accessible. Le deuxième facteur qui détermine la catégorisation est la perception de similarité. Conformément à l'adage « qui se ressemble s'assemble », les individus catégorisent en fonction de leur capacité à distinguer les catégories disponibles tout en minimisant les différences au sein de celles-ci. Stangor et Ford, 1992, Turner, Hogg, Hawkes, Reicher et Wezrel, 1987. Par exemple, lorsque vous vous baladez dans votre quartier, vous classerez peut-être votre voisin Pierre Dupont selon son appartenance professionnelle, c'est le facteur. En revanche, si vous le rencontrez accidentellement à Bangkok, vous le catégoriserez comme habitant de Gif-sur-Yvette, comme vous, par opposition aux Thaïlandais qui vous entourent. Le choix de cette dimension, plutôt que l'appartenance professionnelle par exemple, s'explique par le fait qu'elle maximise le rapport entre les différences intercatégories et les différences intracatégories, du moins à Bangkok. Cette analyse suggère que des personnes qui semblent typiques d'une catégorie sociale A, c'est-à-dire qui sont fortement caractérisées par les traits qui différencient A d'autres catégories sociales, seront plus facilement catégorisées en A que des personnes qui apparaissent moins typiques. En examinant les archives judiciaires de l'État de Pennsylvanie, Eberhardt, Davis, Purdy-Vogt et Johnson 2006,
ont ainsi observé que la peine de mort était plus souvent infligée à des prévenus afro-américains si leur visage présentait des traits jugés stéréotypiques des Noirs, visage sombre, nez épatés, lèvres épaisses, etc. Cet effet se manifestait même si l'on contrôlait différents facteurs susceptibles d'influencer la peine, tels que l'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes ou le niveau socio-économique du prévenu. Le phénomène pourrait s'expliquer par le fait que les stéréotypes associés aux Noirs, agressifs, dangereux, ont été davantage utilisés par les jurys lorsque le prévenu leur semblait typique de ce groupe. Enfin, le troisième facteur qui détermine la catégorisation réside dans nos attentes concernant les catégories susceptibles d'être pertinentes dans un contexte donné. Ces attentes, largement déterminées par les stéréotypes, priment parfois sur les processus d'évaluation de la similarité. Par exemple, si vous assistez à un débat sur la politique étrangère israélienne impliquant des étudiants juifs et arabes, vous serez sans doute tenté d'utiliser cette dimension de catégorisation même si en pratique, les positions des uns et des autres s'avèrent indépendantes de leur origine ethnique. Van Knippenberg, Van Twyver et Peppel, 1994. Notre perception de la réalité s'organise donc ici, selon ce que l'on s'attend à y observer. À cet égard, le choix par Zemmour de la catégorisation ethnique s'explique peut-être moins par le fait que cette catégorisation décrive bien les caractéristiques des dealers que parce qu'elle semble intuitivement les expliquer, par des stéréotypes associés aux immigrés. Comme l'illustre cet exemple, les stéréotypes sociaux et la catégorisation peuvent, selon le cas, être à la source l'un de l'autre. Si nous adhérons à des stéréotypes sociaux, nous utilisons ceux-ci pour organiser notre perception de la réalité sociale. Hawkes, Aslam et Turner, 1994. Inversement, la façon dont s'opère la catégorisation peut déterminer le contenu des stéréotypes. Une même catégorie sociale ne sera pas nécessairement décrite de la même façon selon celle à laquelle on la compare. Ainsi, on n'attribuera pas les mêmes traits aux socialistes selon qu'on les oppose aux communistes ou aux conservateurs. Ce type de relation circulaire et dynamique entre les concepts se retrouvera souvent dans le reste de l'ouvrage. C'est probablement leur existence qui rend l'étude des causes et des effets si complexe en psychologie sociale. La catégorisation produit deux conséquences. D'une part, une tendance à percevoir les différences entre les catégories sociales comme plus importantes qu'elles ne le sont, accentuation intercatégorielle, et d'autre part, une tendance à percevoir les membres de chaque catégorie comme plus similaires entre eux qu'ils ne le sont réellement, homogénéité intracatégorielle. Ces deux conséquences ont été mises en évidence expérimentalement. Par exemple, Corneille Goldstone, Kelly et Potter 2006, ont montré qu'on éprouve plus de difficultés à distinguer deux visages s'ils sont perçus comme appartenant aux membres d'un même groupe. Pour tester leur hypothèse, ils ont généré 8 visages grâce à un logiciel de morphose, de façon à ce qu'ils varient de manière continue, l'écart entre deux visages successifs étant toujours identique. Ils ont désigné aléatoirement les 4 visages se situant d'un côté du continuum, comme étant ceux des membres d'un même club fictif, ceux qui se situaient de l'autre côté n'étant pas membres de ce club. Ils ont donc introduit une catégorisation sociale. On présentait ensuite une série de couples de visages, choisis parmi ces 8, et on leur demandait s'ils étaient identiques ou non. On constate que les sujets éprouvaient davantage de difficultés à différencier des visages, s'ils désignaient des personnes appartenant à la même catégorie sociale. En revanche, ils distinguaient bien mieux les visages se situant de part et d'autre de la frontière entre les deux catégories. Ceci explique sans doute pourquoi les personnes européennes rencontrent souvent des difficultés à distinguer les visages asiatiques ou africains, et inversement, les membres d'exogroupes sont plus souvent appréhendés en tant que membres d'une catégorie sociale, c'est un Africain, que les membres d'endogroupes, qui seront plus souvent envisagés à un niveau individuel, c'est mon voisin. La catégorisation sociale et les stéréotypes qui l'accompagnent permettent de nous orienter plus aisément dans notre environnement social. Ils nous aident à mobiliser rapidement des connaissances, certes simplifiées et approximatives, apprises sur certaines catégories. Considérons le cas d'un individu vivant à Tijuana, une ville mexicaine minée par le trafic de drogue. Le stéréotype selon lequel les policiers municipaux sont honnêtes, alors que les policiers fédéraux sont corrompus, est apparemment répandu à Tijuana, Finnegan 2010.
Du point de vue de cet individu, son application lui permettrait de solliciter l'aide la plus appropriée de façon rapide et efficace dans l'éventualité où il serait menacé. En revanche, s'engager dans le processus complexe d'analyse psychologique de chaque policier afin de savoir s'il est corrompu ou honnête demanderait un effort considérable qui l'empêcherait peut-être de faire face efficacement à une menace éventuelle. Il peut donc y avoir un gain d'efficacité pour l'individu qui utilise ces stéréotypes. Malheureusement, ce processus de catégorisation est également associé à des effets pervers. Il définit les cibles sur lesquelles se porteront éventuellement les comportements discriminatoires. Comparons par exemple la propagande nazie en Allemagne avec le discours prédominant en Bulgarie, allié de l'Allemagne, concernant les Juifs dans les années 30 à 40. Dans le premier cas, les Juifs allemands sont dépeints comme membres d'un exogroupe à travers la catégorisation arien versus non-arien. Dans la seconde, les Juifs sont considérés comme des Bulgares avant tout. Selon certains auteurs, Reicher Cassidy, Wolper Hopkins et Levin 2006, Todorov 1999, ces catégorisations différentes expliqueraient pourquoi aucun Juif bulgare n'a été déporté alors que la population juive allemande a été exterminée massivement. L'ensemble de ces éléments démontre bien que la catégorisation est un processus flexible fort dépendant du contexte. Selon la situation dans laquelle nous nous trouvons, nos préoccupations du moment, notre environnement social, une même personne sera catégorisée différemment. 2. L'influence des stéréotypes sur le jugement social et le comportement. Imaginez un Dupont-Lajoie convaincu que les Arabes ne sont pas fiables. Cette croyance constitue bien un stéréotype et on pourrait s'attendre à ce que Dupont-Lajoie soit consciemment influencé par cette croyance. Par exemple, il pourrait inciter le militant à refuser de louer un logement à une personne d'origine maghrébine. Nous pouvons dès lors établir un lien direct entre le stéréotype et le comportement de discrimination. Ce lien est ici conscient et rationalisé. S'il en était toujours ainsi, il serait toujours possible de se soustraire à l'influence néfaste des stéréotypes négatifs par l'entremise de son jugement critique. Cependant, même si de telles influences conscientes ne sont pas à exclure, leurs effets sur le jugement d'autrui et les comportements sont souvent beaucoup plus sournois. Pour influencer le comportement, un stéréotype, comme toute structure cognitive, doit être activé. Par activation, on entend que cette structure devienne potentiellement utilisable d'un point de vue cognitif, en d'autres termes, il faut qu'on y pense. Par exemple, si je vois une dame musulmane voilée, cela peut me faire penser au stéréotype culturel selon lequel les femmes voilées seraient soumises à leur mari. Pour autant, je ne vais pas nécessairement juger cette personne comme possédant ces traits. Il faut donc distinguer l'activation du stéréotype de son application. Blair, 2002, suggère que l'activation des stéréotypes est automatique. Lorsque nous catégorisons une personne, nous ne pourrions pas nous empêcher d'activer une représentation stéréotypique de la catégorie dont elle fait partie. Toutefois, des facteurs individuels et contextuels déterminent le contenu du stéréotype qui sera activé. Citons quelques-uns de ces facteurs. Le contexte dans lequel se trouve la personne jugée. Comme nous l'avons vu, confère exemple thaïlandais, ce dernier peut affecter le processus de catégorisation et donc le stéréotype activé. Ainsi, dans une étude, Macrae, Bodenhausen et Sperluet-Milne, 1995, une femme asiatique présentée avec des baguettes à la main activait le stéréotype chinois, alors que la même femme présentée en train de se maquiller activait le stéréotype féminin. Il en va de même en ce qui concerne le contexte dans lequel se trouve l'observateur. Ainsi, Schaller, Park et Müller 2003 ont observé que chez certains Américains, le stéréotype du noir comme dangereux était davantage présent à l'esprit lorsque ces personnes se trouvaient dans une pièce plutôt sombre que claire. Le stéréotype aurait alors une fonction pragmatique, se prémunir de dangers éventuels. Le préjugé. Le niveau de préjugé d'un individu modulerait le contenu du stéréotype activé. Les personnes à haut niveau de préjugés activeraient automatiquement des stéréotypes plus défavorables que celles qui ont des attitudes positives vis-à-vis du groupe cible. Dans une expérience de Lepore et Brown 1997,
les sujets étaient exposés de façon subliminale à une catégorie sociale par l'entremise de mots présentés en vision parafovéale, par exemple, les Noirs. Suite à cette présentation, les sujets caractérisés par un haut niveau de préjugés recouraient davantage à des termes négatifs et stéréotypiques pour décrire une personne au comportement ambigu que les personnes caractérisées par un faible niveau de préjugés. Ceci ne se produisait pas chez les sujets qui avaient été exposés à des mots neutres dans la première phase. Une fois activé, le stéréotype peut être ou non appliqué, c'est-à-dire utilisé pour juger la personne qui nous fait face. Il orientera notre attention vers les dimensions qui l'organisent. Par exemple, si Zemmour croise un jeune maghrébin adossé à un mur, peut-être se demandera-t-il s'il trafique de la drogue, alors qu'en voyant un jeune cadre français en costume dans la même posture, cette idée ne lui viendra pas à l'esprit. Ceci conduit souvent les observateurs à ne percevoir chez une personne que les caractéristiques qui confirment leurs attentes stéréotypées, voire à interpréter tout comportement ambigu en accord avec celle-ci, Fisk et Neuberg, 1990. L'impression que nous nous formons des membres du groupe concerné s'en trouve donc souvent altérée. Lorsque le stéréotype n'est pas fondé, ce décodage peut parfois donner lieu à des conséquences tragiques. Ce fut le cas lorsqu'en février 1999, des policiers new-yorkais ont erronément pris pour une arme le portefeuille que brandissait Amadou Diallo, un jeune homme d'origine africaine qu'ils interpellaient et l'ont criblé de balles, Gladwell 2005, Klein et Doyen 2008. Le fait qu'Amadou soit un noir aurait activé chez les policiers le stéréotype selon lequel il était potentiellement dangereux. À son tour, cette interprétation aurait influencé l'identification de l'objet et induit une réponse à la menace qu'il représentait. Les stéréotypes sont souvent conçus comme des raccourcis cognitifs qui nous épargnent une dépense d'énergie et de temps nécessaires à atteindre une compréhension approfondie de l'individu ou de la situation. Cela nous permettrait néanmoins de réagir rapidement et efficacement à un événement donné. À l'appui de cette hypothèse, l'influence des stéréotypes sur le jugement est particulièrement forte lorsque les ressources cognitives sont limitées, comme par exemple, lorsque l'observateur est distrait par une tâche concurrente, Macrae, Milne et Bodenhausen, 1994. Dans cette perspective, seule la motivation et des ressources cognitives suffisantes permettent d'envisager l'individu dans sa singularité sans l'assimiler aux stéréotypes. Si les stéréotypes apparaissent comme des outils d'économie cognitive nous évitant de traiter un surplus d'informations, ils servent également à combler un vide d'information. Ils sont particulièrement utilisés lorsque l'individu doit chercher à comprendre une situation, alors qu'elle ne contient aucune information diagnostique. Ceci n'est pas sans conséquence. Si deux candidats à un poste sont d'égale valeur, celui qui appartient à un groupe faisant l'objet d'un stéréotype positif dans le domaine considéré sera souvent privilégié, d'Ovidio et Gertner, 2000. Plusieurs travaux, Wheeler et Petty, 2001, suggèrent que l'activation du stéréotype pourrait également exercer une influence automatique sur le comportement, en suscitant des attitudes correspondant aux traits stéréotypiques activés. Ainsi, dans une expérience célèbre, Barg, Chen et Burroughs, 1996, l'activation du stéréotype de la vieillesse induisait les sujets à marcher plus lentement. Une question essentielle émerge de ces exemples. Dans quelle mesure est-il possible de contrôler l'influence des stéréotypes sur le jugement et donc sur le comportement? Peut-on s'empêcher de juger une personne appartenant à un groupe stigmatisé, sur base du stéréotype correspondant? Selon Devine, 1989, une fois qu'un tel stéréotype est activé par un processus automatique, les personnes tolérantes, c'est-à-dire à faible niveau de préjugés, pourraient s'abstenir de l'appliquer à autrui par le biais d'un effort conscient. Toutefois, de telles tentatives de suppression du stéréotype s'avéreraient parfois contre-productives. Selon un processus qui s'apparente au fonctionnement d'une casserole à pression, le stéréotype supprimé pourrait se réactiver de façon plus vive une fois que l'observateur, animé par d'autres préoccupations, a délaissé cet objectif de suppression, Macrae, Bodenhausen, Milne et Getton, 1994. Par ailleurs, contrôler l'application du stéréotype requiert un effort et donc une motivation suffisante. À défaut de contrôler l'application des stéréotypes, pourrait-on malgré tout contrôler leur activation? Moscovitz et Ignari 2009 ont proposé que certaines personnes soient animées par des objectifs égalitaires,
elles cherchent à juger les membres d'exogroupes de façon équivalente à celle de leur propre groupe. Ces personnes poursuivent cet objectif égalitaire spontanément, voire même inconsciemment, lorsqu'elles rencontrent un membre de la catégorie sociale considérée. Activer des stéréotypes culturels dévalorisants constituerait un échec par rapport à cet objectif. Dès lors, le système cognitif se régulerait de façon à éviter cette issue. Ce processus de régulation serait non conscient, peu gourmand en ressources cognitives et donc sensiblement plus efficace que des stratégies de contrôle conscient. Ce modèle remet en cause l'hypothèse d'une activation exclusivement automatique des stéréotypes culturels. Enfin, certains travaux suggèrent que chez des personnes qui sont expertes dans certains types de comportements, il est possible de contrôler l'influence du stéréotype activé sur le comportement. Correll, Park, Judd et Wittenbrink 2002 ont élaboré un jeu vidéo dans lequel il fallait tirer le plus rapidement possible sur une personne si elle était équipée d'une arme et décider de ne pas tirer sur celle-ci si elle était équipée d'un objet inoffensif. Il constate un biais du tireur. Les sujets, des étudiants, décident plus rapidement de tirer sur une cible noire armée plutôt que blanche et décident plus rapidement de ne pas tirer sur une cible blanche plutôt que noire lorsqu'elle n'est pas armée. Ils expliquent ce résultat par l'activation du stéréotype culturel du noir comme violent. Ce stéréotype influençait également le taux d'erreur. Les étudiants prenaient davantage la bonne décision lorsqu'un noir était armé ou un blanc pas armé que dans les deux autres configurations. Correll et al. 2007 ont ultérieurement soumis cette tâche à des policiers. Ceux-ci étaient également victimes du biais du tireur. Mais si on examine leur taux d'erreur, on constate qu'en pratique, celui-ci n'est pas influencé par l'appartenance raciale de la cible, contrairement aux étudiants novices des études précédentes. Les experts seraient donc plus à même de réguler l'influence du stéréotype activé sur leur comportement. 2.1. Le contenu des stéréotypes. Après avoir décrit les processus qui régissent l'influence des stéréotypes sur le jugement social et le comportement, penchons-nous à présent sur le contenu des stéréotypes. Selon certains travaux récents Fisk, Cuddy et Glick 2007, Judd, James Hawkins, Iserbyt et Kashima 2005, on peut décrire le stéréotype d'un groupe selon deux grands axes. La compétence, le groupe est-il perçu comme intelligent, travailleur, efficace, et la chaleur, est-il sympathique, ouvert, sociable. La chaleur fait référence à la capacité qu'ont les individus à s'intégrer au sein d'un groupe et à en suivre les normes. La compétence, quant à elle, ferait référence à la contribution que l'individu peut apporter au groupe qu'il rejoint. On peut mettre en rapport ces deux dimensions avec la perception des relations que nous entretenons avec l'exogroupe. Fisk, Cuddy, Glick et Chou 2002 ont observé que dans le cadre des relations intergroupes, deux dimensions semblent conditionner la perception de l'exogroupe. Le statut social relatif des deux groupes et la compétition qui règne entre ceux-ci. Le statut social prédit la compétence perçue de l'exogroupe, et la compétition prédit sa sociabilité. Plus un exogroupe est perçu comme étant en compétition avec l'endogroupe, plus il sera perçu comme froid, plus il a un haut statut, plus il sera perçu comme compétent. Ceci explique pourquoi les Juifs, souvent perçus comme riches et à la recherche de pouvoir, sont dépeints comme intelligents, mais froids, alors que le chômeur africain tend à être perçu comme volubile et accueillant, mais paresseux et stupide. L'influence de ces deux dimensions, liées à l'organisation de la société, peut s'expliquer de plusieurs manières. Une première approche consisterait à suggérer que le rôle ou la position d'un groupe au sein de la société l'amène à développer certains traits qui se reflètent dans le stéréotype. Prenons le cas des femmes qui étaient, et sont encore, souvent stéréotypées et décrites comme peu compétentes mais chaleureuses. Higley et Wood, 1999, Wood et Higley, 2002. Historiquement, les femmes se sont davantage occupées de la sphère domestique alors que les hommes se sont davantage impliqués dans la sphère publique, travail, politique, etc. Or, ces rôles sont associés à certains traits psychologiques, perçus comme nécessaires pour les accomplir efficacement. Par exemple, pour être cadre de haut niveau dans une entreprise privée, rôle le plus souvent occupé par des hommes, il importe d'être autonome, assertif, etc. Pour être puéricultrice, rôle plus souvent occupé par des femmes, il est sans doute davantage valorisé d'être attentif, affectueux, etc.
Igli et ses collaboratrices en déduisent que les stéréotypes liés au genre seraient une conséquence des différences réelles entre hommes et femmes elles-mêmes, consécutives à leurs rôles sociaux différenciés. Même s'ils résultent d'une erreur, on attribue au genre ce qui est en réalité dû au rôle social, il disposerait donc d'un noyau de vérité. Des travaux ultérieurs indiquent que l'existence d'un tel noyau de vérité n'est pas nécessaire pour qu'émergent des stéréotypes. Hoffman et Hearst, 1990, ont montré qu'un stéréotype qui explique de façon vraisemblable la position sociale d'un groupe imaginaire peut émerger même s'il s'avère totalement infondé. Plus qu'une description, le stéréotype proviendrait donc d'une inférence, il permet d'expliquer la structuration de l'environnement social. Par exemple, beaucoup d'Italiens du Nord perçoivent les Italiens du Sud comme paresseux, alors qu'eux-mêmes seraient plus travailleurs. Maas, Milesi, Zabini et Stalberg, 1995. C'est là une explication simple de la disparité économique entre le Nord prospère et le Sud plus pauvre. De l'explication, on passe rapidement à la justification morale. Le stéréotype permet non seulement d'expliquer les différences apparentes entre les positions respectives des groupes sociaux qui nous entourent, mais il permet également de les faire apparaître comme moralement légitimes. Fisk, Cuddy, Glick, Esperluetchu 2002, Kay et al. 2007. Si les Italiens du Sud sont plus pauvres, ils le méritent car ils sont trop oisifs. Ainsi, le contenu de certains stéréotypes évolue en fonction d'indices objectifs de structuration sociale, tels que le PIB, Pop et Linson, 1999. De même, un exogroupe minoritaire en compétition avec l'endogroupe est caractérisé comme dépourvu de sociabilité, agressif, froid, ce qui justifie le fait qu'il soit traité défavorablement. L'antisémitisme par exemple repose souvent sur cette logique, voir chapitre 4. C'est lorsque les stéréotypes décrivent des propriétés perçues comme profondément ancrées dans l'identité du groupe qu'ils décrivent, qu'ils semblent assurer le plus efficacement cette fonction de justification. Par exemple, Pérez, Moscovici et Tchoulvi 2007 ont examiné la représentation des Roms chez des sujets espagnols. Ceux-ci étaient perçus comme des êtres incapables de dépasser une animalité ancestrale, un état de nature profondément ancré, et donc inaptes à accéder à la culture et à la civilisation qui caractérisent l'humanité. Percevoir un Rom comme voleur, en raison d'une animalité n'est naturellement pas équivalent à le percevoir comme tel en raison des conditions économiques défavorables auxquelles il est confronté. Dans le premier cas, la nature du tzigane est incriminée, ce qui est impossible à modifier. Dans le second cas, le comportement du tzigane est mis en cause et est perçu comme une conséquence d'une situation à laquelle il est théoriquement possible de remédier. Si l'hypothèse du noyau de vérité n'est pas une condition nécessaire à l'émergence des stéréotypes, peut-on pour autant considérer qu'ils sont faux ? Des analystes tentant d'évaluer le degré d'exactitude de certains stéréotypes en les mettant en relation avec des mesures objectives des traits psychologiques de membres des groupes concernés, tentent à appuyer l'hypothèse du noyau de vérité, Jussim, Quint, Crawford, Harber et Cohen 2009, Swim 1994. Toutefois, il importe de relativiser ces conclusions. En effet, les différences psychologiques entre groupes sociaux sont souvent moins stables qu'il n'y paraît. Par exemple, Guimond et al. 2006 ont montré que le lien entre des différences de genre et une dimension typiquement associée aux stéréotypes, l'image de soi comme indépendant versus interdépendant, était plus fort lorsque des jeunes filles et garçons devaient se comparer à l'autre genre et que leur identité de genre était donc particulièrement accessible, que lorsqu'ils se comparaient uniquement à des personnes de même genre. Ceci s'explique aisément par l'effet de la catégorisation, de genre en l'occurrence, sur l'accentuation des différences intercatégorielles, confère Supra. Dès lors que l'étalon de mesure de l'exactitude des stéréotypes est instable, la démarche consistant à déterminer si les stéréotypes sont vrais ou faux perd de sa pertinence. Si, comme nous l'avons suggéré, on peut interpréter le contenu des stéréotypes par des dimensions liées à la structure sociale, il reste malgré tout à comprendre comment ces croyances en viennent parfois à être partagées. C'est cette propriété qui lie certains stéréotypes à l'apparition de discrimination et d'injustices sociales généralisées à l'encontre de certains groupes. Les interprétations de la réalité sociale sur lesquelles reposent les stéréotypes culturels n'émergent pas spontanément dans l'esprit de chacun d'entre nous. Elles se fondent sur un processus de consensualisation,
Aslam et al., 1998, Klein, Tyndall et Brouwer, 2008, c'est-à-dire une communication à l'intérieur du groupe qui aboutit à des interprétations partagées. Il importe à cet égard de souligner le rôle des leaders d'opinion, les personnes ou les groupes considérés comme des sources d'informations légitimes au sein de la communauté. Klein, Spears et Rescher, 2007, Rescher, Hopkins et Condor, 1997. Il peut s'agir de dirigeants politiques, de scientifiques, de personnalités médiatiques, eux-mêmes soumis aux stéréotypes. Leurs discours et interprétations sont relayés par différents canaux, amis, parents, entourage social, médias, films, séries télévisées, propageant ainsi leurs croyances au sein de la société. Bien sûr, l'efficacité de ces interprétations dépend de leur capacité à donner un sens aux expériences vécues par les membres du groupe. Klein, Marshall, van der Linden, Pierucci et Warockier, 2010, Lyon et Kashima, 2003. Ainsi, l'immigration est souvent associée par les médias et certains leaders politiques au crime et à l'insécurité. Ceci peut conduire de nombreux citoyens à associer les étrangers à la délinquance et l'insécurité. De tels discours peuvent conférer une dimension collective à l'expérience vécue, individuellement, par une personne dont la voisine s'est fait voler le sac, par un étranger, ou par un ouvrier qui a récemment perdu son emploi suite à une délocalisation. Ces dernières n'apparaissent plus alors comme les aléas d'un parcours personnel, mais comme une menace provenant d'un exogroupe à l'encontre de l'endogroupe. C'est en fédérant tant d'expériences individuelles que les interprétations diffusées largement peuvent donner lieu à un véritable stéréotype partagé. Les moyens de communication de masse jouent un rôle important à cet égard car ils permettent de diffuser à large échelle ces lectures de la réalité. Paluc, 2009. Les consommateurs de ces médias peuvent ainsi se former une représentation de la norme de leur groupe vis-à-vis du groupe cible, et s'y conformer. Toutefois, le contenu des stéréotypes ne provient pas nécessairement d'en haut. Il ne faut pas négliger la part des processus de discussion et d'échange interpersonnel au sein du groupe, dans l'émergence et le maintien des stéréotypes. Il contribue également à transformer les stéréotypes de chacun en réalité collective. Klein et al., 2008, de sorte qu'il est aussi difficile de juguler la propagation des stéréotypes au sein d'une société que d'établir des canaux de communication efficaces pour changer le contenu des croyances. Ce sous-chapitre a décrit les principales dimensions des croyances que les individus entretiennent à propos des groupes sociaux. Cependant, la dimension émotionnelle qui n'a pas été abordée fera l'objet du sous-chapitre suivant consacré aux préjugés. 3. Les préjugés. Le préjugé se caractérise par sa dimension émotionnelle, de valence négative. Cependant, ces émotions peuvent être de nature différente. Ainsi, certains groupes suscitent de la haine, de la crainte, d'autres du mépris, d'autres encore du dégoût ou de l'admiration. Comment expliquer la présence d'émotions aussi différentes ? Le modèle de Fisk et al., 2002, précédemment décrit, lie les stéréotypes associés au groupe, selon le statut social et le degré de compétition, aux émotions. Par exemple, si un groupe est perçu comme compétent et sociable, il inspire de l'admiration, ce qui est le plus souvent associé à l'endogroupe. Si par contre, on le considère comme compétent et peu sociable, il inspire de la jalousie et ou du ressentiment. Fisk et al., 2002, postule que même si les 4 catégories définies par leur modèle sont peuplées de différents groupes, 2 types de préjugés sont particulièrement communs. Les préjugés paternalistes, qui concernent les groupes avec lesquels la compétition et le statut sont tous deux faibles, et les préjugés envieux, qui concernent les groupes de statut élevé mais vis-à-vis desquels la compétition est faible. Les premiers font souvent l'objet d'un mépris, correspondant à leur statut social inférieur, mêlé d'affection. Les seconds éveilleront plutôt une admiration associée à de l'antipathie. Dans les sociétés occidentales, les femmes au foyer et les personnes âgées s'insèrent souvent dans la première catégorie alors que des groupes nationaux comme les Allemands, des groupes professionnels comme les banquiers, ou des groupes religieux ou ethniques comme les Juifs se situent généralement dans la seconde catégorie. Encart 4. Racisme. Préjugés vis-à-vis d'un groupe défini sur une base ethnique pouvant mener à la discrimination de ce groupe. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le racisme s'est longtemps caractérisé par une croyance selon laquelle certains groupes seraient biologiquement inférieurs à d'autres. Racisme biologique.
cette croyance étant associée à une hostilité manifeste à l'égard d'autres groupes définis sur une base raciale. Aujourd'hui, le racisme se fonde souvent sur d'autres formes d'idéologie justificatrice et plus particulièrement sur l'idée que ces groupes adhèrent à des valeurs ou des croyances, notamment religieuses, incompatibles avec une réussite sociale, Sears et Henry, 2005, ou le maintien d'une paix. De telles croyances légitimeraient leur statut socio-économique désavantageux. Le racisme culturel peut donc remplacer le racisme biologique. Corrélativement, le racisme ne s'exprimerait pas uniquement par une hostilité manifeste à l'égard de ces groupes, le racisme manifeste, mais par des positions de principe plus acceptables socialement, le racisme subtil, Pettigrew et Mertens, 1995. Tableau 1, modèle du contenu des stéréotypes. On le voit, les deux formes de préjugés, envieux et paternalistes, incorporent des éléments positifs et négatifs. Il s'agit d'attitudes ambivalentes. Toutefois, certains groupes tendent à être perçus négativement sur les deux dimensions. C'est souvent le cas des Roms par exemple. Ces groupes suscitent des émotions plus intenses encore, telles que du dégoût et de la haine, Taylor 2007. S'il semble établi que les préjugés sont liés aux stéréotypes, l'idée qu'ils en découlent ne fait en revanche pas l'objet d'un consensus. Certains auteurs, Cottrell et Neuberg 2005, Crandall et Eschleman 2003, Stéphane et Hall 2002, considèrent que le préjugé répond avant tout à la perception d'une menace, perception qui se trouve en partie alimentée par des stéréotypes. Ainsi, Cottrell et Neuberg postulent que les émotions ont pour fonction d'inciter l'organisme à mettre en œuvre des comportements permettant de se soustraire à la menace perçue. Selon sa nature, différentes émotions seront appropriées. Par exemple, lorsqu'on craint que le groupe cible menace notre gagne-pain, il s'agit d'une menace dirigée vers les ressources matérielles. La réponse émotionnelle serait la haine, qui faciliterait l'apparition du comportement d'agression. En revanche, lorsque l'exogroupe semble menacer les valeurs et les normes de l'endogroupe, menace symbolique, il inspirerait du dégoût qui faciliterait le comportement de rejet ou l'évitement. On pourrait expliquer de cette façon le refus de la majorité des Suisses lors d'une votation populaire en 2009 d'accepter l'installation de nouveaux minarets dans les villes. Nous avons vu que certains auteurs envisagent les stéréotypes comme une justification de l'ordre social. Selon Crandall et Eschleman 2003, ils permettent également de légitimer l'expression des préjugés. Celle-ci est souvent pénalisée socialement. Affirmer ouvertement que l'on est, ou que l'on méprise certains groupes peut conduire les membres du groupe à exclure l'individu. Les stéréotypes permettraient de justifier l'existence de ces émotions, et les rendraient acceptables tant pour les autres que pour soi-même. Ceci peut se faire de deux façons. D'une part, en offrant une justification au contenu de l'émotion. Dans cette perspective, le Lombard qui méprise les Napolitains utilise la paresse de ceux-ci pour justifier les émotions négatives, par exemple, le mépris qu'il ressent à leur égard. D'autre part, en libérant le préjugé, c'est-à-dire en lui offrant une occasion de s'exprimer de façon acceptable socialement. Par exemple, dès lors que j'aperçois un membre d'un exogroupe mettre en œuvre des comportements correspondant à des stéréotypes négatifs, comme celui de l'immigré maghrébin vendant de la drogue, je me sens autorisé à évaluer son groupe social négativement. Lorsqu'ils sont partagés socialement, les stéréotypes s'insèrent dans une idéologie justificatrice qui autorise le préjugé. Chaque préjugé découlerait de ses propres idéologies justificatrices. Dans cette perspective, les stéréotypes constitueraient moins une source de préjugés, comme le postule Fisk et Hall, 2002, qu'une façon de justifier leur expression a posteriori. En d'autres termes, ils ne sont pas la cause de l'apparition des préjugés mais bien la conséquence. Après avoir abordé les stéréotypes et les préjugés, tournons-nous à présent vers le troisième concept central de ce chapitre, la discrimination. 4. La discrimination et le biais intergroupe. Le film Marga évoque le cas des quelques justes, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont hébergé Marga Spiegel, une jeune juive, au risque de leur vie. Ces justes étaient souvent des fermiers que le milieu social et l'éducation auraient dû rendre favorables au parti nazi, en raison du soutien dont ils bénéficiaient dans cette tranche de la population. Cet exemple illustre combien les comportements antisémites, ou discriminatoires,
dépendent d'une interaction complexe entre des facteurs sociaux larges et des facteurs individuels. Bien que certains traits de personnalité puissent favoriser les préjugés et les comportements discriminatoires, c'est une fois encore dans les relations entre groupes qu'il faut généralement chercher la racine de ces comportements, en particulier lorsqu'ils sont collectifs. À cet égard, l'existence d'une compétition entre deux groupes pour l'accès à des ressources limitées favorise les comportements discriminatoires. Ceci a notamment été montré par Sherif, 1961, dans ses études célèbres menées à Roberts Cave, Oklahoma, dans les années 50. Sherif a organisé des camps de vacances à destination de garçons d'une douzaine d'années. Il a arbitrairement réparti, en deux groupes distincts, une vingtaine d'enfants provenant tous d'un même milieu socio-économique, les Crotales et les Aigles. Il a ensuite constaté que très rapidement, les enfants développaient une culture de groupe et de symboles spécifiques, tels qu'un écusson. Il a également induit une compétition entre les deux groupes à travers, notamment, l'organisation de matchs de baseball. Cette manipulation a eu pour effet d'accroître l'inimitié entre les deux groupes, qui se sont comportés de façon particulièrement hostile l'un envers l'autre, par exemple en organisant des raids sur les cabanes de leurs rivaux. Dans un second temps, Sherif a essayé de remettre les groupes en présence afin de mettre à l'épreuve la théorie du contact, Allport 1954, souvent populaire selon laquelle, au contact de membres d'un autre groupe, les préjugés s'estompent, voire plus bas. Cette intervention n'a toutefois eu aucun effet. L'hostilité persistait. Il a alors incité les deux groupes à contribuer à la réalisation d'un objectif commun, pour lequel la coopération des deux groupes était nécessaire. Ils devaient par exemple pousser un camion en panne ou récolter de l'eau pour le camp. Suite à cette manipulation, il a constaté que cette fois, les enfants développaient à nouveau des attitudes et comportements positifs vis-à-vis de l'autre groupe. Ainsi, les comportements discriminatoires et hostiles vis-à-vis de l'exogroupe seraient un effet de l'existence d'objectifs antagonistes concernant l'accès à des ressources limitées. Ces comportements constitueraient un moyen de maximiser l'accès de l'endogroupe à ces ressources. Cette interprétation, articulée dans la théorie des conflits réels, Sherif, 1966, met l'accent sur l'idée que la source de la discrimination se situe dans l'existence d'une compétition ou interdépendance négative entre les groupes. Dans cette perspective, en développant des stéréotypes et des attitudes négatives vis-à-vis de l'exogroupe, on renforcerait la solidarité au sein de son propre groupe afin de faire face collectivement à l'exogroupe. Parallèlement, la discrimination permet de maximiser les ressources dont dispose l'endogroupe au détriment de son rival. Dans cet esprit, le racisme à l'égard des immigrés nord-africains pourrait partiellement s'expliquer par la pénurie d'emploi et d'argent public. Ils nous prennent nos jobs, ils profitent des deniers publics. C'est effectivement un argument sur lequel se fonde souvent la propagande d'extrême droite. De façon plus fondamentale, la recherche de Sherif montre que le préjugé et la discrimination, tels qu'ils s'actualisent à Roberts Cave, ne peuvent pas s'expliquer par les traits individuels des enfants des deux groupes. Ces jeunes sont relativement similaires, ont été répartis aléatoirement au sein des groupes et ont, a priori, tout pour s'entendre. Ce sont les relations entre les groupes, et plus particulièrement la présence d'objectifs antagonistes, qui déterminent l'hostilité entre ceux-ci. Toutefois, une énigme subsiste. Lorsqu'on relit par exemple le compte-rendu des expériences de Sherif, il apparaît qu'à la fin de la première phase de celle-ci, lorsque les enfants ont pour la première fois pris conscience de la présence d'un autre groupe, des attitudes hostiles à leur égard sont apparues. Or, il n'y avait guère de compétition à cette étape. Est-il possible dès lors que le simple fait de s'identifier à un groupe distinct d'un autre soit en mesure de produire de l'hostilité et de la discrimination ? Pour répondre à cette question, Teifel et ses collaborateurs, Teifel, Billig, Bundy et Flamand 1971, ont constitué aléatoirement des groupes d'adolescents. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.